Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente Thierry Cuvelier, je suis enseignant à Saint-Luc en art numérique. Je vais essayer de connaître et de savoir un peu plus sur le jeu vidéo au croisement des pratiques artistiques. C'est un titre assez long, avec un sous-titre dont on n'oubliera pas l'importance, c'est l'hybridation dans le jeu vidéo. Je vous présente, pour commencer, on va travailler en 3 parties. Normalement, vous avez 30 minutes chacun. 33 minutes s'il faut avec les questions. On va commencer avec Olivier Mocco qui va nous parler d'une, on pourrait dire, nouvelle formule. On peut dire que c'est encore une nouvelle formule d'expression du jeu sous une forme de web document. Vous avez peut-être entendu parler, en tout cas moi c'est très nouveau. J'ai découvert récemment, c'est intriguant, vous allez voir, c'est surprenant. Je parle surtout pour les prochains futurs professionnels des études supérieures en art numérique, de bien écouter. Et je te donne la parole, Olivier. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ça s'appelle Formac Monnaie. C'est un jeu. Alors là, j'ai ma vue quand même qui est un peu lointaine, mais je vais juste me déplacer pour lancer la chose, ça sera beaucoup plus simple. Très loin. Je vais vous mettre directement le trailer de ce jeu documentaire réalisé par Toxa, coproduit par Arte et l'Office national du film québécois. Donc ça s'appelle Formac Monnaie et après on va repartir sur la présentation. Voici donc c'était le court trailer de présentation donc de ce jeu documentaire et effectivement est-ce que c'est un terme sur lequel on a beaucoup réfléchi. On savait pas trop comment l'appeler, est-ce que c'est un jeu vidéo, un documentaire web, un jeu documentaire, un documentaire ludique, et finalement on a retenu cette idée de jeu documentaire essentiellement parce que ce sont des Québécois aussi qui sont attachés à la langue française et donc qui n'ont pas voulu game doc mais plutôt jeu documentaire. Donc ça a été sorti en novembre de l'année dernière. C'est un jeu qui se déroule sur un mois à peu près, avec des épisodes récurrents chaque semaine, et dans lequel vous allez devoir prendre le contrôle de cette ville qui s'appelle Formac Monnaie, qui est une espèce de miroir documentaire d'une ville qui existe vraiment dans le nord de l'Alberta, au Canada, qui s'appelle Fort McMurray, qui est une boomtown, c'est-à-dire une ville champignon qui a éclos notamment grâce à la présence de sable bitumineux, c'est-à-dire de ressources pétrolières énormes qui font du Canada une des 3 plus grandes puissances mondiales pétrolières. Voilà, donc ils ont découvert ça, il y a un exode massif, c'est un peu la ruée vers l'or noir. Donc pour la thématique du jour, je vais plutôt m'intéresser au lien justement entre jeux vidéo et journalisme, qui est une problématique que j'avais rencontrée du temps où j'étais chercheur au CNRS, où je travaillais sur la réalisation d'un jeu sur le marché européen de l'électricité. Et dans ce cadre-là, j'ai étudié les formes un peu hybrides, les formes nouvelles. Je m'étais intéressé notamment aux news games, c'est-à-dire tous ces jeux qui rencontrent l'univers journalistique. Voilà, donc on avait travaillé sur ces choses-là. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré David Dufresne, qui est le réalisateur et le documentariste de Fort McMurray. Donc, une des problématiques centrales quand on réfléchit à cette question du jeu et du journalisme, c'est essayer de comprendre en fait les liens qu'il peut y avoir déjà du côté du journalisme dans l'écriture, dans la narration. Il y a plusieurs chercheurs qui s'interrogent finalement, est-ce que être journaliste, ce n'est pas aussi produire des récits?
Et il y a notamment un sociologue, Michael Schutschon, qui considère que le journaliste fait quoi avant tout? Aussi, il produit des news stories, c'est-à-dire il écrit, il raconte des histoires. Et ces histoires-là, sur votre communauté locale, sur votre pays, ont en plus un impact intéressant puisque ça va produire de la communauté. Une communauté de savoir, une communauté de pratique, une communauté de référence. Et donc, partant de cette idée-là, je me suis dit, tiens, finalement, le jeu vidéo aussi, de son côté, produit de la communauté, que ce soit les discussions autour des jeux, on le voit même récemment avec les chaînes de broadcastées comme Twitch TV, les chaînes YouTube, mais aussi des jeux multijoueurs, depuis les MMO, depuis les jeux en réseau sur LAN. Il y a une communauté très forte, il y a un savoir, il y a des pratiques, il y a des représentations, et donc finalement, est-ce que le jeu vidéo ne serait pas un des médias les plus à même de prolonger un petit peu l'écriture journalistique et de la penser différemment. Donc, concernant Formac Moret, son double numérique, c'est Formac Monnaie, c'est l'expérience qu'on a proposée web. Et donc, c'est une version documentaire, donc il s'inscrit dans la réalité, mais on va essayer de voir comment l'introduction de game design et du jeu va changer progressivement le contenu et va essayer de produire une expérience collective, car c'était vraiment l'enjeu central, c'était de faire jouer à plusieurs, mais aussi s'aventurer, découvrir sur un temps très long, pour le web notamment, parce qu'on peut y passer plusieurs dizaines d'heures seulement dans la partie, on va dire, documentaire. Puis après, vous pouvez débattre. Donc c'était aussi un souhait de David Dufresne de restaurer le format long sur le web, alors qu'on est habitué à avoir des petites séquences de 1 minute, 2 minutes qu'on zappe sur YouTube, etc. Voilà. Et donc l'idée, c'est que du point de vue, moi, du game designer, donc moi j'ai participé à ce jeu, notamment dans la conception plus game concept, game design. Et on a travaillé ensemble avec David pour bâtir toute cette architecture ludique. Et donc, moi, mon approche et ce que je lui ai proposé, c'était justement de penser cet espace social, cette ville qui émerge, mais comme un univers avec ses propres règles, ses propres acteurs en lutte, que ce soit l'industrie pétrolière contre les travailleurs sociaux, par exemple, contre les défenseurs de l'environnement. Il y avait des rapports de force, il y avait du challenge, il y avait une quête pour accéder au pouvoir, donc il y avait déjà des éléments intéressants. Et d'ailleurs, ce qui était assez révélateur, c'est que lorsque David Dufresne a rencontré la mairesse de la ville la première fois, elle lui a dit, vous savez, gérer cette ville, c'est un peu comme gérer SimCity. C'est là qu'est venue l'idée en se disant, tiens, mais finalement, si je faisais un jeu. Donc en discutant, on s'est dit, bon, SimCity, c'est compliqué à faire. Et puis c'est peut-être pas plus à même parce que vous avez une vue de loin, surplombante, panoptique, alors qu'on voulait proposer une expérience près des personnes qui peuplent justement Fort McMurray. Et donc le game design a été là comme un élément de structuration un peu de cet univers, du récit, en proposant des règles du jeu, des mécaniques et une manière d'explorer et d'arpenter toutes ces choses-là. Donc, hypothèse, le game design serait une forme d'écriture. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me tient à cœur, mais qui était au cœur de toute la réflexion. Finalement, on a l'habitude d'écrire avec la langue française, on a l'habitude de mettre en scène par l'image vidéo, par exemple, par le théâtre, par la peinture et tous les arts classiques d'expression. Et est-ce que finalement, le jeu vidéo n'est pas aussi un art à part entière, n'est pas un langage à part entière? Et c'est en partant de ce constat et de ce parti pris qu'on a essayé de réfléchir à comment finalement jouer avec de la vidéo, comment faire jouer et proposer une expérience à l'utilisateur qui soit un peu différente. Pour vous donner une idée un peu comment le game design peut être une architecture, parce que c'est à la fois une écriture d'architecture. Quand vous êtes game designer, vous êtes plus du côté de l'architecte que du côté du journaliste, si on reprenait la comparaison initiale. Et donc si vous voulez créer quelque chose du côté du jeu, vous pensez à un système, une grande architecture déjà pour que de tout tienne, que l'univers soit cohérent avec ses propres règles, ses propres mécaniques, mais aussi vous allez penser le rapport à l'univers, parce que c'est bien beau de créer un univers 3D avec ses règles, mais aussi il faut penser comment on va le parcourir, comment on va en faire l'expérience, comment on va se déplacer dedans. Voilà, donc ça, ce sont les premiers schémas de conception. On voit apparaître 2 points qui nous semblaient intéressants. Premièrement, lui, de par sa pratique de documentariste, eh bien, le film documentaire, comment on pouvait le délinéariser d'une certaine manière, mais aussi du fait du sujet et pour un peu mobiliser les joueurs sur un thème qui est assez important et qui concerne le plus grand nombre, à savoir l'après-pétrole. Qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie-là, sachant que c'est vrai que
Dans le nord du Québec, il y a des forêts millénaires qui sont complètement dévastées. Pour extraire ce pétrole-là, il y a des enjeux énergétiques très très forts, géopolitiques. Donc il fallait essayer de faire toucher du doigt, faire guider entre guillemets le joueur, mais tout en essayant de lui offrir l'occasion de s'exprimer, de débattre, parce qu'on considérait et que on pouvait autant arriver à lire, à regarder des documentaires, etc., mais qu'en débattre, d'avoir une expérience collective pouvait être quelque chose d'encore plus intéressant. Donc on a essayé de lier les deux, l'expérience que vous faites seul dans la ville, à un moment donné, quand vous allez interviewer les personnes, et dans un second temps, l'expérience que vous allez faire collectivement, quand vous allez essayer de convaincre les autres personnes, essayer de leur dire, voilà, ceci est mon point de vue sur cette situation très particulière. Il faut impérativement, par exemple, taxer l'industrie pétrolière, pour ou contre, on a organisé des débats, des choses comme ça. Ensuite, pour créer cette communauté, il y avait un deuxième défi, c'était le contrôle du temps. Parce qu'on voulait créer des référendums pour que chaque semaine, on ait le poids de la décision collective et que pour que chacun, autant dans un jeu classique, vous appuyez sur des boutons en fin de partie, vous voyez les effets. Là, qu'on veut jouer à plusieurs pour voir l'effet du collectif, eh bien, il fallait contrôler le temps. C'est pour ça qu'on organisait des référendums où à la fin, on voyait l'impact des décisions collectives. D'où le format par épisode, chaque semaine, pendant 4 semaines, pour pas se dire que c'est moi seul qui a un impact, mais c'est nous collectivement qui avons décidé du devenir de cette ville-là. Ensuite, on a travaillé vraiment du côté du gameplay et notamment du côté de l'engagement sur la question du rôle. Qui joue-t-on dans Format Monnaie, finalement? C'est une vraie question. Sachant que dans les premières expérimentations de David Dufresne, notamment Prison Valley, il avait proposé qu'on joue un journaliste qui mène l'enquête. Là, ça nous semblait peut-être pas suffisant et qu'il fallait réfléchir à quelque chose. Donc on a commencé dans un premier temps à réfléchir, à former des groupes de pression. Et puis chacun, en fonction de ses sensibilités, aurait rejoint un groupe de pression. Par exemple, les pros pétrole ou alors les pros environnementaux, les pros questions sociales, etc. Pour essayer de travailler cette question de la communauté. Alors on a progressivement réfléchi, c'était assez compliqué à mettre en place et on s'est vraiment retourné vers cet engagement et on a laissé l'espace aux joueurs qu'ils puissent l'investir pour que chacun puisse vraiment défendre ses idées sans lui plaquer aussi des rôles prédéfinis comme on a dans les jeux vidéo traditionnels, notamment les MMORPG. Donc on lui a donné la possibilité de se fédérer en guilde. Le point qui est important, au-delà de l'architecture macro-design, qui a souligné du côté du game design, c'est la possibilité finalement de mettre en scène l'information différemment. Dans un jeu vidéo, c'est quoi? C'est des signes. Vous avez plein de signes à l'écran. Ça met en forme les signes par des systèmes de points, de rétribution visuelle, les rewards, d'ennemis qui tombent au sol. Donc c'est une information, vous interagissez. Et là, pour du documentaire, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait. En disant, voilà, on va utiliser les techniques d'écriture de jeux vidéo pour mettre en forme l'information qu'il allait chercher sur place différemment et pour qu'on puisse jouer avec cette information-là. Avec une grosse difficulté qui est comment on peut jouer avec une image vidéo. Parce que eux, issus du documentaire vidéo, vont sur place, ils ont fait 60 jours de tournage, ils ont shooté donc des heures et des heures et des heures de tournage, mais une fois que vous avez un média linéaire comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut essayer d'interagir? Quand c'est de l'image de synthèse, 2D, 3D, c'est facile parce qu'à chaque objet, on lui colle des propriétés physiques, on peut interagir. Mais quand c'est du film, l'image, c'est très difficile à manier, entre guillemets. Il y avait eu des expériences dans le jeu vidéo, notamment dans les années 90, au tout début, avec l'apparition du CD-ROM. Vous avez les Full Motion Video Game Based, qui sont les fameux films interactifs qui s'annonçaient comme le futur du jeu vidéo, dont quelques-uns emblématiques, comme Night Trap, que vous pouvez voir en haut à gauche. Un jeu où vous devez sauver des groupes de jeunes filles des mains de méchants vampires terroristes. Donc au-delà de la qualité indéniable du scénario et de la réalisation, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait jouer avec l'image vidéo et que vous étiez là, vous contrôliez les différentes caméras, et puis à un moment donné, hop, vous déclenchez un piège, et le fait de déclencher un piège pouvait permettre de lancer une séquence vidéo où vous aviez l'acteur qui tombait ou qui se faisait attaquer de X ou Y manière. Donc il y avait un peu cette idée qui est sous-jacente aux jeux vidéo, que quand on est joueur de jeux vidéo, au-delà d'être un joueur classique, au-delà d'être un protagoniste de fiction, on est aussi un opérateur de machine, un opérateur machinique, c'est-à-dire qu'on interagit avec une machine qui est l'ordinateur,
par le biais de dispositifs, d'interfaces physiques, que ce soit clavier, souris, que ce soit les détections de mouvements, etc. Mais il y a une physicalité très très forte. Et finalement, beaucoup de jeux comme ça, en premier temps, nous ont dit, si on veut faire du jeu vidéo avec du film, qu'est-ce qu'on fait? On fait monteur. En fait, votre job, c'est d'être un monteur, entre guillemets, et on essaye de rendre ça un peu plus ludique. Il y a eu d'autres choses qui ont été tentées, notamment les shoot'em up, où vous aviez une séquence linéaire, et puis par-dessus, vous rajoutiez du sprite en 2 dimensions, et puis vous faisiez une grande course-poursuite, comme ça, comme dans une des productions Star Wars. Et puis après, il y a eu l'émergence du Quick Time Event, dont un de nos chers membres de la Légion d'honneur, David Cage, a rendu ses lettres de noblesse aux gens en proposant des séquences où on appuie en rythme qui permettent de déclencher d'autres séquences vidéo. Dans le cadre de Fort McMoney, partant de ce constat-là, on se dit qu'il y a quand même des difficultés, des résistances, et donc on se dit on va essayer de travailler sur l'interview. L'interview qui était pour nous un bon moyen de se dire, il y a une personne qui a un propos important à raconter, et on va essayer de lui poser des questions. Et la manière dont on lui pose les questions va nous donner à la fois un type de réponse, mais aussi va nous ouvrir vers d'autres questions possibles. Donc on a pris la totalité des interviews, on les a saucissonnées, coupées, et on a essayé de reconstruire par derrière une architecture où l'on puisse explorer, comme vous pouvez voir là-dessus, sous forme d'arbre. En fonction de telles questions, vous allez avoir la possibilité d'aller vers d'autres types de questions, puis revenir à d'autres questions, et vous rajoutez des systèmes de points par derrière. C'est un système de linéarisation assez classique qui a un intérêt, c'est qu'effectivement, on peut aussi, plutôt que de subir une interview vidéo classique que vous regardez, là, vous êtes là en train de questionner la personne, vous créez un lien qui est intéressant. Après, il y a d'autres variables qui auraient pu être intéressantes, notamment la partie un peu prise de position, la manière dont vous parlez, toutes ces choses-là. La principale difficulté qu'on a eue, c'est lié à la nature de cet objet-là, qui est le documentaire journalistique, qui ne veut pas travestir la réalité, et l'équipe journalistique voulait absolument pas faire dire aux protagonistes quelque chose d'autre qui sont en lien avec le jeu, qui nous aurait facilité énormément la chose en disant bon, maintenant que tu m'as dit cette interview, est-ce que tu pourrais me donner cette petite phrase qui me permettrait de faire le lien, etc. Ça, on n'a pas eu le droit. Pour eux, c'était pervertir de la réalité et c'était pervertir aussi leur travail journalistique. Parce que ça n'a pas été facile non plus de faire accepter à la communauté des journalistes professionnels qu'un jeu pouvait aussi avoir un fond documentaire très fort. Parce qu'il y a toujours cette idée que le jeu vidéo rend violent, rend addict, c'est un truc de débile, etc. Donc là, non, il fallait être ultra propre, clean déontologiquement, de point de vue journalistique. Ce qui fait qu'on a eu des difficultés d'écriture. Pour de la fiction, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez tout à fait faire des petites boucles d'interviews jouées qui vous permettent de faire du lien. Ce qui fait que là, parfois, on est dans des questions un peu sèches et c'était assez difficile à mettre en scène. Mais quoi qu'il en soit, là, dans le jeu, vous allez pouvoir poser des questions. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est le game design de l'information, c'est-à-dire comment vous allez accéder à une information détenue par l'interviewé, la personne que vous allez questionner. Maintenant, la question de savoir, c'est quelle va être la bonne question pour trouver l'information qui va me donner les points. Parce qu'il y a un système de points qui est proposé dans le jeu qui, on le verra, impacte sur la décision collective. Voilà, donc sur les techniques d'écriture, alors sur la narration interactive, notamment les écritures, vous avez plusieurs catégories de délinéarisation. Là, je vous ai donné les premiers schémas, les premiers exemples qu'on a essayé de retenir, à savoir, est-ce qu'on fait des arbres linéaires qu'en embranchement, ou on a plus travaillé par paquets, par espace au sein desquels on peut naviguer. Et on a plus retenu cette approche-là, où on crée finalement un peu comme des petits chapitres, au sein duquel on peut poser des questions très délinéarisées, mais le lien entre chaque chapitre est uniquement conditionné par une question, une entrée et une sortie, ce qui permettait quand même de tenir aussi un peu le spectateur ou le joueur, parce qu'il faut aussi qu'il y avait un certain propos derrière le documentaire, et donc on ne pouvait pas non plus casser le propos et le laisser complètement perdu à toutes ces questions-là. Voilà, ensuite... Le deuxième point qui nous paraissait important, c'est qu'une fois que vous avez parcouru cette ville, que vous avez interviewé le maire, que vous avez interviewé le PDG de Total, que vous avez interviewé les sans-abri, parce que c'est un des avantages aussi, c'était donner la parole au plus grand nombre de la ville. Maintenant, ce qu'on voulait, c'était donner aussi la parole à ceux qui en ont fait l'expérience, pour montrer comment ils s'appropriaient ce jeu et comment ils pouvaient arriver à faire avancer le débat.
c'est quelque chose qu'on voit assez de plus en plus avec, par exemple, tout ce qui est télévision connectée. Avant, dans les études de télévision classiques, il y avait la production, on faisait l'émission, mais on ne savait pas ce que les gens disaient. Alors que les gens, lorsqu'ils regardent la télévision, notamment collectivement, ils parlent, ils discutent. Que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les films, que ce soit dans les documentaires, ça échange, ça discute. Et ça, c'était invisible. Avec le numérique, l'avantage, et notamment que ce soit Twitter, que ce soit les forums et tout, on peut aussi commencer à voir ce que les gens disent. Tous les hashtags d'émissions, on en a beaucoup, où on sait que les gens, voilà, ils commentent. Et ils commentent en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que le numérique a rendu visible des choses qui étaient vraiment du côté de la sphère privée, des interactions privées. Et là, on s'est dit, voilà, pareil, on va les, entre guillemets, pas les forcer, mais leur donner cet espace-là pour que, plutôt qu'ils restent dans leur fort intérieur, dans leur tête, à se dire, ah, moi, je pense quand même que le pétrole, c'est bien, qu'ils aient un espace où ils puissent argumenter, où ils puissent échanger, mais argumenter sur la base de ce qu'ils auraient vu. C'était un point qui était très important. Plutôt que de faire un simple forum, on voulait lier le débat avec le contenu documentaire. Ce qui fait que dans le jeu, à des moments donnés, vous allez débloquer des vidéos clés, si vous avez posé les bonnes questions, qui est un argument massu. Vous allez débloquer des points, des indices. Et en fait, ça va vous permettre, lors du débat, de dire, attends, toi, tu as ce point de vue-là, ça ne tient pas à ton argumentation, donc on va aller chercher. Dans le jeu, moi, j'ai trouvé ce point de vue-là, je le mets au débat, pour essayer de structurer un peu le débat, pour discuter. Et aussi pour permettre à ceux qui n'avaient pas vu ou qui n'étaient passés à côté de cette information-là, de pouvoir revenir dessus et échanger. Et donc, les débats, organisés sur toute la semaine, ont généré à peu près 3500 échanges par grand référendum, avec donc des taux de participation aux alentours de 150 000 personnes qui débattent, sur les 350 000 qui jouent, donc ce qui était assez intéressant quand même, les gens continuent l'expérience. Mais il s'avère qu'effectivement, sur les questions du pétrole, on a été massivement... on a eu beaucoup de joueurs qui répondaient non, il faut arrêter le pétrole et proposer autre chose. Les ordres de grandeur, c'est 75% contre, généralement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les employés de Syncrude ont été mobilisés par leur management pour aller dans le jeu, justement, parce qu'ils se rendaient compte que les gens parlaient contre le pétrole, et donc toutes ces entreprises pétrolières présentes ont essayé de jouer le jeu et de venir pour essayer de donner leurs arguments et tout. Nous, on rêvait en fait qu'ils viennent dès le départ. On aurait aimé avoir un affrontement Greenpeace contre Total, plus les citoyens. Ça a pris un peu de temps, mais ça a commencé à venir, et c'était assez intéressant justement aussi que plutôt que généralement, eux, ils font de la communication corporate, de la communication grand public, là non, ils venaient chez nous et ils allaient être un peu discutés par les citoyens de Fort McMurray. Bon, malgré tout, dans l'effet de masse, on a quand même beaucoup de gens qui sont pour la pétrole, pour des solutions alternatives. Maintenant, c'est pas tout de proposer tout ça, c'était aussi pour nous un moyen de travailler l'échange. Pourquoi on a posé des questions aussi radicales ? Parce que généralement, lorsque vous posez une question un peu morale, un peu politique, assez franche, qui appelle une réponse oui ou non, ça fait ce qu'on appelle, ça polarise le débat, ça crée de l'affrontement, ça crée de l'échange, et donc ça générait de l'argumentation. C'était des questions des questions assez courtes, par exemple, fallait-il taxer l'industrie pétrolière ? Oui, non. Et après, vous argumentiez. Et donc, ça permettait de mettre en tension les groupes, alors peut-être un peu artificiellement, de créer un peu des groupes, et de créer cette tension, parce que comme dans un jeu, on s'affronte. Là, c'était pareil, c'était essayer d'affronter les arguments. Alors, par chance, il y a eu un très bon niveau, et surtout un niveau de civilité assez intéressant, puisqu'il n'y a eu aucune insulte. Les gens s'écoutaient, les gens se répondaient, les gens prenaient le temps d'argumenter. Donc, d'un point de vue débat public, pour nous, c'était idéal. Enfin, c'était vraiment un modèle du genre, et les gens se sont super bien comportés. Donc, on avait peur d'avoir les trolls classiques qu'on a sur les forums du web. Là, non, du tout. C'était vraiment réfléchi. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Maintenant, une fois que vous avez visité cette ville-là, une fois que vous avez débattu de son futur, et on avait un enjeu aussi, c'est que c'est bien beau d'en parler, il faut voir aussi les impacts. Parce qu'on considérait que c'était une question, même si les questions étaient simples, les réponses ne l'étaient pas pour autant. C'est pas parce que vous vous dites oui, on va taxer l'industrie pétrolière que forcément ça va aller mieux. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a modélisé le système économique, social et politique pour dire attention, si vous, par exemple, vous taxez
l'industrie pétrolière, ça peut avoir des impacts sur le niveau de vie, ça peut avoir des impacts sur le niveau de vie donc, des employés, mais aussi pour l'économie générale de la région, etc., etc. Donc on a créé ce système-là pour que les gens se disent « Ok, j'ai des positions fermes, et si je voyais les conséquences de mon choix collectif ?» Et on a travaillé avec des économistes notamment, pour repartir des statistiques officielles et de faire vraiment une simulation prospective pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Ça a un impact important d'un point de vue mécanique de jeu et game design. Pourquoi ? Parce qu'il y a une promesse dans ce jeu-là, c'est que votre voix peut changer le jeu, la ville, le monde. Et que donc, pour que cette promesse soit tenue, il faut aussi qu'on leur donne l'occasion de voir en quoi leur voix a pu changer le monde. On avait pensé, dans un premier temps, effectivement, à faire du SimCity, du City Builder, sachant que c'est un peu difficile, c'est surtout coûteux à développer, mais pourquoi pas. On avait réfléchi aussi, alors du côté de plus de Grand Theft Auto, parce qu'il y avait ce côté où on explore la ville. D'ailleurs, il y a certains qui disaient que c'était un peu un GTA sans violence. Bon, donc on a réfléchi un peu à tous ces types de jeux. Mais comment faire pour que le joueur ait le sentiment aussi qu'il n'a pas été que spectateur ou simple personne qui a pu débattre, mais qu'il a été vraiment un citoyen et que ses choix aient pesé. Et comment faire pour que l'engagement collectif, la décision à plusieurs de oui, il faut taxer, oui, il faut sortir du pétrole, on ait les résultats de cette décision faite ensemble. Et donc on a réfléchi sur de l'infographie, de la data visualisation, sur de la carte en fait. En disant, voilà, Fort McMoney, c'est le double de Fort McMurray. On part des données réelles, on part de la représentation du territoire, on met en avant différents éléments et chaque réponse va impacter l'espace. Alors là, c'était pareil, en haut, les premiers schémas, un système de grilles, où à chaque grille, vous donnez un ensemble de variables et puis vous les reliez à des équations, et ça allait par exemple pouvoir faire évoluer la pollution, les zones de pauvreté, les zones de richesse, toutes ces zones-là. Au final, on a retenu quelque chose qui était plus lisible, qui nous semblait plus visible, donc les pictogrammes que vous voyez en bas, pour montrer les différentes hausses ou diminutions, que ce soit sur le travail, sur la précarité, l'économie, la santé, toutes ces choses-là. Et en parallèle, on a aussi rajouté les statistiques sur les deux colonnes. À gauche, les statistiques initiales issues du vrai monde, entre guillemets, et à droite, les statistiques projetées suite à la décision collective dans le jeu, pour qu'ils aussi puissent mesurer l'impact, et par un souci aussi de transparence et de déontologie, en disant, voilà, on a un moteur de jeu derrière, de calcul, de simulation socio-économique, et vous allez pouvoir voir les impacts, et surtout prendre conscience qu'une décision qui peut paraître simple impacte énormément de variables. Et que le fait de taxer quelque chose peut avoir des impacts aussi négatifs, insoupçonnés. Donc c'était vraiment ce saut-là de mettre à disposition aux joueurs un outil pour prendre conscience que c'est un espace, cette ville, cet écosystème est vraiment quelque chose d'un peu complexe et qu'il n'y a pas de solution aussi simple qu'un référendum pourrait le laisser entendre. Donc l'idée était vraiment de travailler cette... comment ça s'appelle ? Expérience la plus complète possible, la plus globale possible, et montrer comment le jeu, notamment le game design, était un moyen de structurer une expérience de jeu, de proposer à chacun de pouvoir impacter sur le monde, voilà, avec des questions comme vous pouvez le voir. Préférez-vous la pollution ou le chômage ? C'est la peste et le choléra, mais c'est une certaine réalité du débat et qu'il y a une vraie difficulté à trancher. Et donc on a essayé de mettre en place toute cette expérience. Donc ça a duré 2 ans et demi. Ça a été produit pour la majorité au Québec, avec des difficultés comme par exemple accéder au patron, au PDG de Total, qui a mis plus d'1 an et demi à revenir. Des difficultés aussi un peu d'ordre géopolitique, puisque les États-Unis sont assez dépendants potentiellement du Canada, notamment à cause du grand pipeline qu'ils sont encore en train de construire entre le nord du Canada et les États-Unis. Donc, non pas des menaces, mais assez surveillées. C'est vrai qu'on l'a vu notamment sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics, les institutions publiques se sont prononcés.
On commentait le jeu, on dit attention, regardez, on a des statistiques, et à l'inverse, en leur disant nous aussi, nous avons nos statistiques qui sont les vôtres d'ailleurs. On a fait appel à ces économistes-là sur les projections. On a essayé de créer de l'échange aussi, un retour sur la réalité. Et l'autre travail qui est important aussi dans ce type de jeu, c'était de créer un lien avec les médias traditionnels. Et on a mis en place une campagne avec différents journaux partenaires, sachant que c'était en 3 langues, français, anglais et allemand, du fait de la coproduction d'Arte. Et avec les journaux nationaux, il y avait des articles aussi sur le pétrole, sur l'énergie, pour alimenter, pour créer vraiment de l'échange et que ce ne soit pas un objet isolé comme ça dans son coin, mais que ce soit vraiment une expérience web la plus connectée possible pour faire avancer les mentalités. Voilà, l'expérience là est terminée. Il y a une version iPad qui va sortir très bientôt. Et ensuite, il va y avoir aussi un documentaire, non pas sur Fort McMurray, mais sur l'expérience collective du jeu. Parce qu'il y a finalement, dans le jeu, une capacité d'expression assez intéressante. Là, c'est une forme d'exploration, mais vous avez plein d'autres jeux, et je pense que mes camarades vont en parler, qui peuvent véhiculer des idées. Et que vraiment, l'écriture de jeux vidéo, c'est une manière de raconter les choses, de faire vivre de l'expérience, mais on passe vraiment du côté du faire, de l'action. Et donc, il faut bien définir les cadres de l'action. Voilà, merci beaucoup.